Amis de la dissidence, bonsoir. Bonsoir. Ça va-t-il ? Oui, très bien. Oui. On s'apprête à attaquer l'élection. Pourquoi vous voulez attaquer l'élection ? Attaquons. Attaquons comme la lune, vous n'êtes pas très démocrate, Madame Victoria. Moi, je préfère comme dans les chansons. Attaquons l'élection, voilà, ça y est, pof, on est tombé dans le travers qui nous est opposé en permanence, comprenez. On va encore croire qu'on n'est pas assez une radio citoyenne, enfin une émission citoyenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, citoyen. Citoyen, il y a moyen d'être citoyen quand même. Arrêtez. Bien. Ça va être mal vu. Alors, on va parler d'actualité et on va parler de plein de choses intéressantes, mais forcément n'intéresse pas tout le monde, donc je donne le programme. D'abord, je vais m'entretenir avec Monsieur Jacques Oudin, qui est chef d'entreprise de Situation Politique. En fait, c'est une façon élégante de dire que comme Jacques est un ami et qu'il est candidat aux élections législatives, on va essayer de lui faire un petit coup de piston. C'est très bien. Ah, c'est bien. Pistonnons. Non, c'est une façon de parler, un coup de piston, on va parler, puisque c'est vrai que les candidats MNR, on peut pas dire qu'ils soient très répandus sur les médias. Hein. Non, on n'ira pas dire où je les ai vus beaucoup. Voilà, donc on va essayer de compenser. Précisons que c'est pas le Jacques Oudin, ancien trésorier de Chirac. Hein. Oui, mais je crois que la confusion n'est pas possible. Il faut relever le micro. Et, oui, mais c'est vrai que comme vous faites 2,72 m, mon cher Jacques, ne le touchez pas avec vos doigts, avec vos gros doigts gourds. Voilà. Voilà, il tient tout seul. Bon, non, je ne raconte pas. Ensuite, nous aurons l'abbé Bouchacourt au téléphone, s'il veut bien nous appeler. Ensuite, je recevrai Juliette Mills, que vous connaissez. Juliette Mills, c'est une comédienne et une peintre. Je ne sais pas comment on dit, une peintresse. Une peintre. Une peintre, hein. Une femme peintre. J'ai un peintre. Oh. Ça, une femme, c'est pas la peine de le préciser, tout le monde le sait, mais un peintre, une dame qui fait de la peinture. Non, oui. Ça va pas non plus, ça. Non, parce bon, enfin, que vous m'avez compris. C'est surtout une peinture qui est reliée à l'opéra, donc qui crée des mises en scène d'opéra autour d'étoiles, voilà. Et puis, vous êtes surtout la créatrice et l'animatrice et l'inspiratrice et l'organisatrice d'un festival qui n'est pas triste, qui s'appelle Estrella, dans lequel tous les ans, avec Yuri Boukov et d'autres musiciens et musiciennes, comme il faut dire maintenant, vous faites un travail extraordinaire autour de la peinture, de la musique, des arts plastiques et tout, avec des sculptures, des choses comme ça. L'année dernière, ça a eu un très grand succès, je crois. Oui, c'est la 4e année cette année. Et les années précédentes aussi, mais l'année dernière, je crois que vous avez eu la visite de beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, parce que énormément. Vous étiez venu en parler dans cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir beaucoup d'auditeurs, puis c'était quand même une centaine de gens que je ne connaissais pas et qui se sont présentés au nom de Radio Courtoisie, donc pour moi c'était... Vous voyez, vous êtes très écouté, monsieur Novekatch. Je suis très entendu, mais pas très écouté. Très écouté. Parce que si j'étais écouté, je choisirais un peu mieux, je vous le dis. Quand même. Donc, quand même. Et cette année, vous recommencez. Et alors, je signale tout de suite aux auditeurs que je vous ai invité à revenir pour dire que vous recommenciez, mais parce que ce recommencement, vous l'avez appelé résurrection pour des raisons précises. On va en parler brièvement, parce que c'est pas la peine de revenir sur des choses qui vous sont certainement infiniment douloureuses, mais on va quand même raconter brièvement ce qui s'est passé. Et il y a quelques mois, on aurait dit que vous alliez faire le festival le 29 juin 2002. Personne n'y aurait cru. Non, non, parce que j'ai été victime d'un accident mortel. Voilà. Et alors, je suis restée longtemps on va pas raconter que ça, mais on va en parler. Mais surtout, on va parler d'un autre aspect de votre personnalité multiple et puissante, qui est votre pèlerinage de Compostelle. Oui. Et à propos de pèlerinage, on va parler avec Jean Beaujeau d'un autre pèlerinage, mais qui lui n'est pas fait, qui est à faire. Oui, qui est à faire, oui. Un pèlerinage à Jérusalem. Du 25 août au 5 septembre à Jérusalem, comme depuis 91. Et dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai le docteur Dor, je recevrai Vincent Bertheret, que vous connaissez puisqu'il est venu plusieurs fois nous parler de Versailles, des jardins de Versailles, et de son livre Versailles, des jardins vers ailleurs. Peut-être le docteur Plantet viendra-t-il se joindre à nous, mais ça n'est pas certain. Et puis Jean Charousset viendra essayer d'inciter les jeunes gens
et les jeunes filles, et les petits garçons et les petites filles de France. Vous vous souvenez de Jean Noël? Les petits garçons et les petites filles. Ah oui. À participer au camp d'été d'Aventure et Tradition. Voilà. Avant, je voudrais vous parler du Libre Journal, qui va très bien, merci, parce que c'est un journal qui va de plus en plus vite, étant donné qu'il est sur la pente descendante. Non, j'exagère. Oh. Non, pas du tout, je plaisante. Je voulais simplement dire que nous publions dans le prochain numéro un document qui a été demandé par plusieurs auditeurs dans des émissions récentes. C'est la fameuse carte que j'appelle moi la carte Hilard. Vous savez que Pierre Hilard, qui est l'auteur désormais connu, bien connu par les auditeurs de Radio Solidarité. Ça devient dramatique. Il faut absolument que j'arrête, je sais pas quoi. Il faut que j'arrête quelque chose. De Radio Courtoisie. L'hypothèse qu'avance Hilard avec beaucoup d'arguments, c'est qu'il y a un projet de démantèlement des nations européennes, et il a mis la main sur une carte extraordinaire qui est une carte des régions, non pas des régions, mais des fausses provinces européennes, qui montrent l'intention de ces gens-là de casser notamment la France, de couper la France en deux, de dépecer l'Espagne, de dépecer toutes les nations d'Europe. C'est un nouveau découpage. Oui, c'est un nouveau découpage, mais qui, par exemple, coupe la France en deux et qui ménage des petits îlots par-ci, par-là, qui fait éclater la Serbie, comme ça a déjà été fait, mais qui veut appliquer à l'ensemble de l'Europe ce qui a été fait en Serbie, avec le Kosovo, la Croatie, la Bosnie, la Moldavie, et je ne sais quoi encore. Et probablement, d'ailleurs, comment ça s'appelait dans Tintin? Le Monténégro? Non, Monténégro, ça existe, on l'a vu récemment, il est descendu d'ailleurs. Mais, je sais plus, enfin, cette province improbable de cette région impossible qu'est l'Europe centrale. Donc, je publierai dans le prochain numéro du Libre Journal un exemplaire en couleur, s'il vous plaît, de cette carte, commentée par Pierre Hilard lui-même. Voilà, et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs, et donc si vous désirez vous la procurer, vous envoyez simplement votre adresse avec un carnet de timbres. Un carnet de timbres à combien d'euros? Vous savez pas combien ça vaut? Vous savez rien, décidément. Vous êtes complètement en dehors de toute vie sociale, recluse. Je vais à la poste, je dis donnez-moi un carnet de timbres, point. Il me donne un carnet de timbres. Donc un carnet de timbres, point. Si vous voulez envoyer des timbres à 1000 francs, un carnet de timbres à 1000 francs, ça fait très bien l'affaire. Hein. Voilà, donc ça sera pour le prochain Libre Journal. Et je vous rappelle que si vous voulez vous abonner au Libre Journal, le montant de l'abonnement est de 110 €. N'est-ce pas, monsieur Houdin? Vous êtes abonné, vous? Ah oui, bien sûr. Bon, c'est pour ça qu'il est là. Moi, je ne reçois que des abonnés du Libre Journal. C'est vrai, d'ailleurs, monsieur Beaujeu aussi. Oh, ça commence à tourner bizarre, cette histoire. Heureusement que Juliette Mille n'est pas abonnée. Mais j'étais à l'hôpital. Dans le micro. Je vais me précipiter sur l'abonnement. Bon, c'est bien, alors d'accord, ça on est au complet. Bon, donc si vous voulez vous abonner, 110 €, si vous voulez vous réabonner, 100 €, c'est 4 places France Litz, 75 010 Paris, et le chèque est à établir à l'ordre de SDB. Salle de bain. Salle de bain. Voilà. C'est nouveau. Alors, avant, je voudrais quand même évoquer un peu l'actualité. Je disais, il y a une chose je lis Le Monde. Moi, maintenant, j'ai décidé de lire Le Monde. Non, c'est intéressant de lire Le Monde parce que il y a un truc qui est superbe. Vous savez qu'hier ou avant-hier, Le Monde a ressorti le vieux dossier usé jusqu'à la corde, démenti 10 fois, qui a valu des dizaines de condamnations à des gens sur Le Pen tortionnaire en Algérie. Alors, tortionnaire en Algérie, c'est au moins il y a plus de 40 ans, il y a 42 ans facile. Et alors, c'était vraiment avec des témoignages, des félouses qui disent à la surprise générale qu'ils n'aiment pas Le Pen. C'est inattendu. Et qu'ils ont été torturés par lui. Il n'a pas dû les torturer bien fort, puisque 40 ans après, ils sont encore là. Donc, mais c'était il y a 40 ans. Et alors, aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde qui nous dit « Devant les assises de Paris, François Besse, apaisé, regarde sans complaisance son passé.
Figure du grand banditisme et roi de l'évasion, l'ancien complice de Jacques Mérine est jugé pour des faits remontant à plus de 25 ans. Alors on sent bien que là, le papier sur François Besse, dans Le Monde, il est empreint de sympathie, de douceur, de compassion pour ce type. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait grand-chose, il était complice de Messrine. Pensez, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Hein. Bon. Et alors, naturellement, ils nous font toujours le même plan. C'est-à-dire, en prison, François Besse a structuré sa vie. Hein. Informatique, anglais, sport, cours de philosophie, formation au métier du son, liens étroits avec sa fille. Voilà, autrement dit, il s'est conduit comme un bon père de famille, sauf que il était en tôle, quoi. Donc il n'avait pas vraiment le choix en plus, parce qu'en tôle on peut pas beaucoup attaquer les vieilles dames, ni casser les banques, ni voler des voitures, donc on est bien obligé de faire quelque chose pour bien s'occuper. Alors il a fait de l'informatique, de l'anglais, du sport, de la philosophie, et Le Monde trouve ça formidable, formidable. Il est changé, mais le tortionnaire des Félouses, lui 40 ans plus tard, c'est toujours le même salaud. Et pire encore, Monsieur Papon, qui lui n'a jamais ni torsionné ni assassiné personne, et qui a plus de 90 ans, il est en prison, lui. Et Le Monde ne s'occupe absolument pas de savoir s'il regarde avec complaisance ou sans complaisance son passé, et si par hasard il ferait de l'informatique ou du sport. 90 ans, ça m'étonnerait d'ailleurs, mais enfin. Donc vous voyez, si vous voulez être bien traité par Le Monde, c'est-à-dire par toute l'intelligentsia branchouille, eh bien, il faut attaquer des vieilles dames et vous vous arrangez pour échapper à la police pendant 25 ans, puis après vous comparaissez devant la justice et on explique que vous êtes un type formidable. Le Patrick Henry, c'était la même chose. L'autre encore, dont j'ai oublié le nom, je vais pas demander à Victoria, parce que de toute façon, elle sait même pas qu'il existait. L'autre qui est sorti de prison il y a pas longtemps, Vivi. On se réveille. Qui est-ce qui est sorti de prison? Ça fait rien. Laissez tomber. Faites comme d'habitude. C'est extraordinaire. Heureusement que j'ai une assistante, parce qu'autrement, je ne sais pas comment je ferais mon émission. Je suis en train de lire les messages pour déjà vous dire tout à l'heure. Les messages arrivent. Alors donc, tous ces gens-là sont formidables parce qu'ils sont en prison. Tout à fait entre nous, je fréquente pas trop les gens qui sont en prison. Vous pouvez pas, ils sont en prison. Ils m'intéressent pas outre mesure. Ah mais si, les gens qui sont... Attendez, si, moi j'ai... Il y a des gens très bien. Absolument, moi je crois que les gens qui sont en prison, ils ont le choix entre réparer ou se pourrir encore plus, mais ceux qui affrontent leur sort et qui essayent de remonter, c'est très bien. Seulement, on fait le constat, c'est tout. Ce que je reproche au Monde, c'est pas de dire que M. Besse a fait de l'informatique, de l'anglais, du sport et de la philosophie, parce que c'est très bien qu'il l'ait fait, et puis on peut le dire. Ce que je reproche au Monde, c'est d'avoir cette attitude de compassion et de sympathie pour un gangster, même si c'est un ancien gangster, qui paye un mal qu'il a fait à la société, et il paye peut-être cher, mais enfin, c'est la règle, c'est le prix. Alors qu'en face de ça, un type qui est un officier français, qui est faussement accusé, il l'a démontré 10 fois, comme par hasard, juste avant des élections, on lui retombe sur le poil avec le même dossier pour démontrer que, etc. Et ensuite, un grand serviteur de l'État. J'ai dit ce que je pensais par ailleurs de M. Pavon, il n'a jamais fait partie de mes amis, il était gaulliste et pas moi, hein, donc il a été ministre socialiste et pas moi, donc je vois, il a été ministre socialiste, Pavon. C'est ministre sous M. Giscard d'Estaing? Ah, c'est sous Giscard, oui, c'est la même chose, donc socialiste, c'est bien ce que je dis. Donc on n'a vraiment rien de commun, mais en tout cas, voilà un homme qui a 90 ans est en prison. Alors que Le Monde, chaque fois qu'il y a un vieillard qui est condamné à de la prison, vous explique en long, en large et en travers que c'est inhumain. Donc cette attitude est complètement incohérente, et c'est pas l'attitude du Monde, c'est l'attitude de la pensée dominante aujourd'hui, qui considère que il y a des gens qui sont des gens bien parce qu'ils sont de gauche, alors ce qui est le cas de Georges Besse bien entendu, de François Besse bien entendu. Georges Besse il est mort lui. François Besse qui est un type bien parce qu'il est de gauche, c'est un gangster de gauche. Formidable, un vrai résistant. Et puis il y a les salauds qui sont des gens qui sont pas de gauche. À ce propos d'ailleurs, dans Télérama, il y a un gag extraordinaire. Télérama fait moi je lis pas Télérama, mais c'est un auditeur qui m'a envoyé ça, je précise. Télérama fait un portrait de Karl Zéro. Et il dit que Karl Zéro est politiquement incorrect. On est là vraiment au cœur de l'inversion diabolique. Il n'y a pas plus conformiste, raplapla que ce type, espèce de petit bonhomme à lunettes qui ressemble à rien, qui est une espèce de mal blanc, qui est toujours parfaitement rigoureux dans son conformisme raplapla, qui est
pour tout ce qui est de gauche, tout ce qui est dégueulasse, toute la pourriture, les Charlie Hebdo, tous ces trucs-là, et contre dès que c'est à droite. Alors que toute son éducation, normalement, devrait le conduire au contraire. Mais enfin, ça, des renégats, il y en a partout. Et alors, on nous dit qu'il est politiquement incorrect. Moi, je voudrais qu'on me dise clairement en quoi Karl Zéro s'est montré une seule fois dans sa vie politiquement incorrect. Une seule fois. Enfin, dans sa vie actuelle. Dans le passé, je sais pas. Ou plutôt, je sais, j'en parlerai pas. Mais dans sa vie actuelle, ce type est d'un conformisme invraisemblable. Eh bien non, il est... alors, les politiquement incorrects, aujourd'hui, c'est Karl Zéro, c'est les guignols de l'info, qui sont politiquement corrects. C'est qu'il y a encore... je sais pas, enfin, tous les gens, tous les comiques aujourd'hui sont politiquement incorrects. Il y en a qu'un qui est politiquement incorrect, vraiment, mais celui-là il est curieusement disparu, c'est le dénommé Dieudonné Mbala Mbala. Oh, alors lui, il a été politiquement incorrect, en plus ça n'a pas traîné, hein. Ouf, il a disparu des radios, des télévisions. Totalement. Mais il était vraiment candidat ou c'était comme ça je pense qu'il était décidé à être vraiment candidat, mais il a dit des choses, il a émis une opinion qui rend absolument impossible. Il se présente aux législatives, mais je ne sais pas trop où. Il a bien raison. Il porte sa croix. Et alors, dans le même ordre d'idées, toujours dans Le Monde, en dernière page, il y a la même chose. C'est-à-dire que vous avez sur la page de gauche, non, sur la moitié gauche de la page, un article de Pierre Georges intitulé « La fêlure », qui est consacré à l'adolescent de Saint-Sébastien-sur-Loire qui a poignardé une petite copine de classe après avoir vu le film Scream. Et puis à droite, il y a un article qui est consacré à Gilles Baronniaux, responsable des jeunes du FN à Nice. Et alors, donc il y a un jeune militant politique, nationaliste, et puis à gauche, un fou furieux, enfin un pauvre gosse rendu fou par... toutes ces bêtises de films porno, de films d'horreur, d'horreur. Voilà. Et bien, si vous lisez les deux papiers, vous verrez quand même que il y a de la compassion, il y a de la sympathie, une espèce de pas de sympathie, mais enfin une espèce de tentative de comprendre cet adolescent qui a tué une jeune fille, une camarade de son âge, sans autre raison que d'avoir vu le film. Et puis de l'autre côté, le petit Baronniaux, il commet un crime absolument épouvantable. Alors je vous lis la phrase. Au moment de passer à la caisse de la cafétéria de l'aéroport de Nice, où nous l'avons invité à manger une salade, nous dit Cécile Lecourtieu, qui invite c'est les journalistes qui invitent, elle le précise, elle invite. Pour ça, c'est une façon de dire, c'est quand même pas lui qui nous régale. Hein. Il se laisse inviter par toutes les personnalités politiques possibles et imaginables, mais pas par un type du Front National. Donc, où nous l'avons invité à manger une salade, Gilles Baronniaux lâche « Je suis pour que toute histoire soit révisée ». Comme ça, devant tout le monde, presque avec candeur. C'est-à-dire que, au point où on en est arrivé aujourd'hui, on n'a même plus le droit de dire qu'on est pour que l'histoire soit révisée. Alors que c'est le travail normal de tout historien. Tout historien doit passer son temps à réviser l'histoire. Sinon, on croirait encore à des carabistouilles d'il y a 100 ans ou 200 ans. Non. Eh bien, il faut dire que l'histoire doit être révisée, c'est mal. Et puis après, il y a toutes les explications. Alors, il s'est un peu enquiquiné parce que ce jeune militant nationaliste, ses grands-parents sont italiens. Et son grand-père a fait l'Algérie et l'Indochine. Et alors, Le Monde dit... ils ne se sont pas, dans son histoire familiale, de contradiction avec ses engagements. C'est-à-dire que si vous avez des parents qui sont italiens et qui ont fait l'Indochine et l'Algérie, c'est contradictoire d'appartenir au Front National. Je me demande vraiment si Le Monde n'aurait pas tendance à recruter dans... je sais pas où. Hein, chez les ignares. Oui, voilà, merci. Ça, c'est la façon la plus polie de dire les choses. Alors, mon cher Jacques, vous n'avez pas eu de papier dans Le Monde, ou... De papier ? Dans Le Monde. Pas encore. Pas encore, mais ça ne soit. Mais vous êtes passé sur FR3. Très brièvement, oui. Ouais. Vous êtes candidat dans la Seine-et-Marne. Oui. C'est comme ça, hein, c'est Seine-et-Marne, c'est ça. Seine-et-Marne. Enfin, la Marne, la Haute-Marne, le Val-de-Marne, le Seine-et-Marne. Oui, enfin, en Seine-et-Marne, il y a 9 circonscriptions quand même. Ouais. Et celle où je me présente, c'est Meaux-Nord, c'est-à-dire la 6e. Et alors, c'est pas très loin de l'endroit où Monsieur Sarkozy est venu faire l'autre jour une démonstration de force policière. Oui, il nous a précédé de 24 heures. Comment ça s'appelle ? Beauval, un quartier sensible, comme on dit.
Et oui, à Beauval, c'est ça, dans le quartier sensible de Beauval, plusieurs descentes de police se sont déroulées dans les cafés, des restaurants et des immeubles. Selon un premier bilan, entre 30 et 40 personnes ont été interpellées, essentiellement pour défaut de papier d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont retrouvé leur liberté, mais le dispositif, nous dit le Parisien, était particulièrement impressionnant au pied du bâtiment Aquitaine, où 75 CRS ainsi que policiers nationaux et municipaux faisaient face à plusieurs centaines d'habitants. C'est une opération de sécurisation de grande ampleur. Ils y sont encore, j'imagine, non ? Non, malheureusement, quand nous avons boité hier notre acte dans les bars, les CRS n'étaient plus là, alors il a fallu qu'on fasse 100. Ah bon ? Je croyais, parce qu'une opération de sécurisation, si ça dure pas, ça sert à rien. C'est de la poudre aux yeux. Hein. Ah bon. La première menée en partenariat avec les douanes et les impôts, explique le commissaire principal Alain Pérez, à ses côtés Jean-François Copé. Alors c'est tout à fait par hasard si ça se passe chez Jean-François Copé, qui est ministre et candidat aux législatives, bien entendu. On ne peut pas prêter une intention trouble à Sarkozy. Non, faut pas aller jusque-là quand même. Qui en a profité pour prendre un bain de foule. Forcément, avec 75 CRS autour de lui, il risque C'était pas un bain grand-chose. turc. Et il affiche sa satisfaction. Je veux que Meaux et sa région bénéficient de tous les moyens, de toutes les priorités en matière de sécurité. Au pied du bâtiment, les familles sont abasourdies. Quelques mamans affolées cherchent à mettre leurs enfants à l'abri. C'est fabuleux quand même. Ils voient des flics, ils ont peur. Il doit quand même avoir quelque chose à se reprocher. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne suis pas rassuré, s'inquiète l'une d'elles. Les jeunes sont unanimes. Alors je vous rappelle qu'il s'agit de présence policière dans une cité. Hein. C'est de la provocation. Bon. Et puis un truc qui prouve qu'ils sont quand même pas totalement idiots, c'est un coup de pub avant les législatives. Sous leurs yeux, leur copain Kamel, embarqué par... oui, mais avec un nom comme ça, au titre de la loi E20, il doit être arrêté. C'est interdit la publicité pour les cigarettes, non ? Embarqué par la police pour le port d'un couteau. Alors si on arrête les gens qui portent des couteaux maintenant, c'est la fin des haricots, vous comprenez ? A dû abandonner sa BMW. Écoutez, je sais combien ça coûte une BMW ? Moi, je roule en Peugeot. Il a un couteau et une BMW ? Et probablement le RMI. Alors, donc, il a abandonné sa BMW. Révolté, une jeune femme s'énerve. Jeudi soir, 2 poubelles ont explosé. La police n'est pas venue. Bah oui, mais il n'y avait pas rendez-vous avec Sarkozy. Aujourd'hui, elle vient en force alors qu'il ne se passe rien. Bah si, il se passe quelque chose, c'est Sarkozy. Ils comprennent rien, les gens. Hein. Ambiance beaucoup moins tendue, en revanche, au centre commercial de la Verrière. Tiens, c'est bizarre, ça. Où une cinquantaine de policiers ont investi plusieurs bars. Et là, les commerçants, ils sont pas contre la présence policière. Durant un bon quart d'heure, les policiers ont vérifié méthodiquement les identités des uns et des autres. Ceux qui avaient oublié leurs papiers avaient droit à l'interrogatoire. L'or était attablé dans le petit restaurant La Méditerranée. Une dizaine de clients buvaient leur verre tranquillement. Alors, on nous donne pas l'heure, d'ailleurs. Soudain, une femme a surgi avec son brassard police. Un homme en uniforme la suivait avec un berger allemand en laisse. Allemand, le berger. Il aurait pu prendre un Terre-Neuve, oui. Ou autre chose. Un berger allemand, c'est pas très malin, ça, quand même, faut reconnaître. Hein. On a tous eu interdiction de sortir. Il contrôlait tout le monde, c'était très impressionnant. C'est marrant, il n'y a pas la moindre allusion aux années les plus sombres. Il n'y a personne pour dire qu'on serait cru, non. Un retraité assiste, ravi à l'opération. Le retraité est ravi. Ouais. Les Français ont voté pour ça. Vous préférez des agressions et de la sécurité. Vous, lance-t-il à la jeune femme qui s'étonne de voir autant de policiers sur le parvis du centre commercial. Alors ça, c'est un article de Valentine Rousseau et Guénaël Calan. Et puis, juste à côté, il y a un petit truc. Il nous dit Meaux, agressé par 30 inconnus. Wow. 2 automobilistes, dans le même journal, hein. 2 automobilistes ont eu très peur jeudi vers 21h. Les flics étaient partis. Dans le quartier de la Pierre-Collinet à Meaux, ils ont été agressés par une trentaine d'individus qui en voulaient à leur voiture et ont résisté jusqu'à l'arrivée de la police. À la vue des fonctionnaires, les agresseurs se sont volatilisés. L'une des voitures a subi de nombreuses dégradations et un des automobilistes s'est vu dérober son portable. C'est en France, hein, c'est à combien de kilomètres de Paris ? 40. Et Meaux, combien d'habitants 25 000, 30 000. Ouais. Et je vous rappelle que, pas plus tard qu'hier, nous avons passé 5 heures à boiter dans toutes ces barres d'immeubles. Nous avons croisé des gens avec des visages peu avenants, mais ils ont pris nos tracts sans commentaire. Des tracts du MNR.
Vous savez, c'était Audiard qui disait, il y avait une très belle phrase dans sa film, il disait quand les gens de 120 kilos disent des choses, les gens de 60 kilos ont tendance à les écouter. Ouais, faut pas exagérer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette circonscription de Meaux, c'est qu'elle représente un morceau de France, en ce sens qu'il y a aussi bien des centres très urbanisés, que des endroits, vous me disiez quand vous alliez boiter, des fois vous faisiez plusieurs kilomètres pour trouver un mur à côté d'une ferme complètement perdue dans la nature. Tout à fait. C'est curieux ça quand même. Oui, enfin ce qu'il y a de moins curieux, c'est que M. Copé s'était vanté d'avoir résolu en partie le problème de l'extrémisme dans Meaux. Seulement, les gens qui ne peuvent plus vivre dans Meaux, ils vont habiter les petits villages avoisinants. Et c'est là où le Front National a fait des scores fabuleux. Parce que quand on a vécu pendant plusieurs années au contact de ces populations halogènes, c'est plus supportable. On est éclairé. Voilà. Sur la situation. À la lampe d'Aladin. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ça quand j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Les centres urbains sont eux-mêmes très verts. Il y a beaucoup d'espaces verts dedans. C'est très plaisant apparemment. Ça fait penser un peu au film de Tati. Et en réalité, ce sont de véritables coupe-gorges. Parce qu'il y a ce mélange donc d'endroits apparemment déserts où peut se perpétrer absolument n'importe quoi sans grand risque pour les violents. Et puis d'endroits hyper urbanisés où les violents s'entassent littéralement dans des cités, et sur lesquelles ils se replient une fois leur méfait accompli. Tout à fait. On va suspendre 2 minutes pour prendre l'abbé Bouchacourt au téléphone. Allô, monsieur l'abbé ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'abbé. Attendez, je chausse mon casque, parce que, je le chausse, c'est une façon de parler, parce que j'aimerais bien vous entendre. Alors, vous deviez vous organiser le week-end prochain. Oui. Une kermesse paroissiale. La kermesse paroissiale. Et puis, d'un seul coup, l'urgence absolue fait que... Tout à fait. Il faut qu'on vous donne la parole. On devait normalement l'organiser aux arènes de Lutèce. Et puis, par décision municipale, cet agrément nous a été retiré. Et donc, on est obligé de déménager à une vitesse grand V. Et donc, de rechercher un lieu. Et donc, la kermesse n'aura plus lieu donc aux arènes, mais à l'espace Austerlitz, qui est situé donc à côté de la gare d'Austerlitz, et ça aura lieu donc samedi et dimanche prochain. Ouais. Ça, c'est une décision du maire. De la mairie de Péry, absolument. De la mairie de Péry, d'autant que si vous voulez que la mairie du 5e était tout à fait favorable à notre kermesse sur le site. Et là, pour des raisons, semble-t-il, parce que là, une kermesse n'est pas compatible avec la détente et la promenade, eh bien, ce n'est plus possible. Ce qui a été possible l'an dernier n'est plus possible cette année. Mais moi, je n'aurais pas la même explication que vous, parce que je trouve que je suis à peu près certain que si Delanoë a fait ça, c'est par respect pour vous. Parce que franchement, organiser pour des chrétiens une kermesse dans des arènes, je suis pas certain que ce soit de très bon goût. Vous voyez. Donc il s'est dit, si jamais il y a un lion qui arrive, on va encore dire que c'est de ma faute. Absolument. Et en plus, si je donne l'autorisation de faire des choses comme ça à des gens qui portent une robe, ça va faire jaser. Donc il a voulu être désagréable, mais c'est plutôt ostensible. Vous croyez pas que c'est quelque chose comme ça ? C'est une explication. Enfin, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je la retiens quand même. Donc, alors cette kermesse, ça se passe à l'espace Austerlitz. C'est ça, 32 quai d'Austerlitz. Mais vous avez déjà fait des choses là-bas. Oui, on avait fait... L'année dernière, vous aviez empoisonné la moitié de la paroisse. J'ai fait le repas du 25e anniversaire de la paroisse. C'était ça, oui. Je ne me trompe pas, oui. Bon. Voilà, tandis que là, il n'y a rien à manger. Hein. Alors, si, bien sûr que si. La journée commence à partir de 14h, le samedi. Alors là, on peut... donc, il y a des tas d'animations en tout genre, jeux, restauration, livres, buvettes, ce que vous voulez. Le soir, il y a un repas avec spectacle. Et le lendemain, on recommence à partir de 10h et jusqu'à 18h30 avec repas pour les gens qui le souhaitent. Et tout ça dans une ambiance très familiale. Et tout le monde est bienvenu. Comment ça se passe ? Il y a un prix d'entrée ou... Non, c'est gratuit. L'entrée est absolument gratuite. Il y a des possibilités de stationnement. La sortie aussi.
Non, parce que vous savez, c'est le vieux truc, ça en laisse entrer les gens. Oui, c'est rare, mais oui, absolument, la sortie est aussi gratuite. Bon, mais pas les attractions et pas les repas, quand même. Non, c'est ça, mais tout ça est un prix très modique. Et le but, surtout, c'est de donner une scène détente, et voilà, à tous nos paroissiens et à tous vos auditeurs. Bon, on va aller vous voir, quand même. Et qu'est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant? Tout, surtout qu'il y a énormément de livres, beaucoup de jeux pour les enfants. Et le soir, il y aura un spectacle très sympathique, très français. Ah. Voilà. J'en dis pas plus. Je ne sais pas si c'est un très bon point, là, quand même. Là, enfin, tant pis, on ira quand même, on verra bien. Allez, venez. Et le repas, quel est le prix? Oh, il n'y a pas de prix, chacun prend ce qu'il veut. Il n'y a pas de prix fixe. Formidable. Tous les SDF du coin qui vont appliquer. Ventre à terre, c'est le cas de le dire. Ah, ventre à terre. Alors, il y a quand même quelques prix par plat. Ah bon? Et on prend le plat qu'on veut. Ah, bien. Vous voyez. Alors, Espace Austerlitz, à partir de 14h, le samedi, c'est le quand? Samedi le 8, non? Samedi prochain, là, oui. Samedi 8, oui. Samedi 8, Samedi prochain, oui. Samedi 8 à 14h, à l'Espace Austerlitz, 3032 quai d'Austerlitz. C'est ça. Métro Austerlitz, d'ailleurs. Métro Austerlitz, tout ça, c'est quand même... pour peu qu'il y ait du soleil, ça sera parfait. Absolument. Voilà. Et alors, le soir, il y a un spectacle. À partir de 20h. 20h, spectacle. Et le dimanche, à partir de 10h. Voilà, alors juste après la messe, on peut prendre son petit déjeuner. Oui. Donc, messe à Saint-Nicolas. Voilà. Après, on descend à pied, c'est tout près. On peut traverser le jardin d'acclimatation et prendre 2-3 lions. Le jardin des plantes, oui. Le jardin des plantes, oui. Oui. Longer les quais de Seine. Voilà. Et puis, voilà. Bon, très bien. Ouais. Et à 10h. Jusqu'à 18h30. Alors là, la kermesse. Voilà. Donc c'est bien Espace Austerlitz, et ça n'est pas dans les arènes, parce que le maire de Paris a été choqué qu'on puisse encore penser en 2002 à rassembler des chrétiens dans des arènes. C'est absolument ça. Voilà. Merci de votre intervention, Monsieur l'abbé. Merci infiniment de m'avoir ouvert votre intervention. C'était avec grand plaisir. Vous savez, on vous recevrait plus souvent sans aucune difficulté si vous aviez le temps. Hein. Merci beaucoup, et je le sais bien. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci infiniment. Au revoir, monsieur l'abbé. Voilà. Alors, Jacques, je vous rends la parole. Cet insert est en fait, c'était important de le dire parce que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie vont à la kermesse et effectivement, ils seraient arrivés aux arènes et ils n'auraient pas compris. Ils auraient pensé que les lions avaient bouffé tout le monde. Voilà. Donc, revenons dans un endroit... Bon, on sort pas de la jungle, finalement. Oh, pas tout à fait. À propos de Lyon. Donc, il y a cette spécialité très particulière dans votre circonscription. C'est à la fois l'urbanisation, enfin la partie urbanisée, très fortement urbanisée, et une partie complètement rurale. Et puis beaucoup de petits villages, beaucoup de petites bourgades qui sont... Alors qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui travaillent dans le coin et qui vont... Non, ils ne travaillent pas dans le coin. Plus le 93, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis se vide, plus la Seine-et-Marne se remplit. La Seine-et-Marne est le département d'Île-de-France qui vote le plus droite nationale. Droite nationale, oui. C'est tout près quand même. Votre circonscription est toute proche de Disney machin. Non, Euro Disneyland, c'est plutôt un peu plus au sud. Ah bon, c'est pas voisin. Non. Alors, quels sont les plus gros problèmes qui se posent là-bas? La sécurité, vraiment, c'est un problème lourd. Oui, bien sûr. Il faut lire les informations locales qui ne transparaissent pas dans le journal. Moi, j'achète particulièrement le Parisien édition Seine-et-Marne Nord. Or, toutes les exactions qui se passent, y compris dans la Seine-et-Marne Sud, les gens ne sont pas au courant, ils ne font pas la liaison. Il se trouve que j'ai des amis qui me donnent des articles puisés dans les différentes éditions régionales du Parisien, et c'est là où on a une vue d'ensemble plus précise du degré de violence et d'insécurité, en fait. Ouais. Mais là, je parlais avec une personne, disons un Gaulois d'apparence, qui me disait qu'il était obligé de garer sa voiture au centre de Meaux et de marcher 2 kilomètres pour revenir jusqu'à chez lui, pour être sûr que le lendemain matin, pour aller travailler, il retrouverait son véhicule. Voilà. Et il y a des espaces très très vastes au pied des immeubles où ce sont des parkings couverts. Il n'y a plus une seule voiture. Quelques épaves brûlées, tout simplement parce que les gens ne peuvent plus garer leur voiture à ces endroits.
Et en plus, toutes les agressions que nous connaissons, même le Copé qui était monté il y a quelque temps dans un immeuble, je ne sais, pour peut-être s'acheter des voix auprès des populations halogènes, quand il est redescendu, ses 4 pneus étaient crevés. Bon, ça c'est une pécadille. Mais il faut parler avec les... Je suppose qu'il n'est pas venu les mains vides, il est venu accompagner. Il y avait certainement des policiers municipaux. Moi, j'étais pas témoin, mais disons que ça a été relaté également dans le Parisien. Mais si vous le permettez, je vais prendre le problème un petit peu différent. Pour revenir au début de votre entretien à propos de la torture. Moi, je commence à trouver vraiment... Je trouve vraiment scandaleux ce traitement médiatique par les journalistes, je ne vais pas dire de gauche puisqu'ils le sont tous, mais personnellement, j'ai ramassé des camarades. Eux, ils ne sont plus là aujourd'hui. Ouais. Oui, parce qu'il faut préciser que vous étiez officier. Vous étiez officier et vous vous êtes battu en Algérie. Oui. Et effectivement, dans toutes ces accusations qui sont lancées périodiquement, toujours en période électorale d'ailleurs, passent sous silence les exactions qui ont été commises. Mais c'est pas le fait que ces camarades aient été tués, c'est la manière dont ils ont été tués. Émasculés, dépecés vivants, les fibres retirées. Oui, Sanders a réédité récemment un bouquin, un livre a édité exactement récemment un livre sur cet aspect de l'histoire qui est masqué en permanence par la presse, qui insiste exclusivement sur les prétendues exactions des soldats français, qui eux agissaient, il faut le rappeler éternellement, sous les ordres, obéissaient aux ordres d'un gouvernement qui était un gouvernement socialiste. Moi j'étais appelé, J'étais officier de réserve. Oui. Et donc c'était un gouvernement socialiste qui a envoyé des hommes là-bas, et ils ont agi sur ordre. Tout ce qu'ils ont fait, c'était sur ordre. Et ils avaient en face d'eux des fauves. Il faut bien le dire. Bien sûr. Il faut regarder, il faut voir les photos, il faut prendre le courage de s'arrêter pendant quelques instants pour regarder ces photos, pas pour entretenir la haine. C'est pas tellement le problème. Non, mais c'est scandaleux d'entendre aujourd'hui. Pour voir ce que sont les canailles médiatiques qui aujourd'hui prétendent nous enseigner l'histoire. Et ce sont les torturés qui aujourd'hui peuvent prétendre avoir été l'objet de sévices, mais ils n'en sont pas morts. C'est toute la différence. Personnellement, je n'ai pas assisté à des actes de torture commis, comme on dit, la torture, commis, disons des interrogatoires même poussés, commis par des militaires français. Mais... Alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant dans cette affaire, parce que il y a l'aspect historique, on vient de le voir, mais il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect de la permanence de l'argumentation, de la répétition, de la répétitivité de l'argumentation, malgré les démentis innombrables. Récemment, Bijard a été accusé par une femme d'avoir assisté à une séance de torture, etc., etc. Et il a pu apporter la preuve absolue que c'était un mensonge total, que tout était inventé, qu'il n'était pas là au moment où les faits ont été effectués, qu'il n'était pas en responsabilité dans ce secteur, qu'il n'avait jamais vu cette femme, qu'il n'avait aucune connaissance de son cas, et qu'au contraire, il était intervenu dans d'autres circonstances, ce qui montrait que s'il avait été présent ce jour-là, il serait intervenu, etc. Et c'est la deuxième fois que cette affaire revient sur le tapis, et c'est la deuxième fois que Bijard est obligé de se redéfendre de la même manière, et les journaux, faisant semblant d'ignorer les arguments qu'il avait présentés la première fois, recommencent. Et là, dans le cas du Monde, Le Pen a fait condamner ces diffamateurs à plusieurs reprises. Il les a ridiculisés. Je me souviens, il y avait ce type qui racontait, Libération avait raconté qu'on avait trouvé dans le tiroir d'un buffet à Alger, qu'un arabe avait retrouvé dans le tiroir du buffet de sa salle à manger à Alger, le couteau du lieutenant Le Pen, le couteau de SS du lieutenant Le Pen, parce que le nom de Le Pen était gravé sur la lame, avec lequel le lieutenant Le Pen l'avait torturé. Tout ça c'est produit il y a plusieurs années, ça. Ouais. Tout ça est pure invention, ça n'a pas le moindre fondement de vérité.
Les fonctions de Le Pen le mettaient tout à fait en dehors des opérations de maintien de l'ordre de cette nature, ou d'interrogatoire qui étaient confiés à des spécialistes. Ouais. Oui, exactement. Et si ça n'avait pas été confié à des spécialistes, il y aurait eu, alors là, pour le coup, probablement des violences bien plus graves que celles qui ont pu être commises. Et par conséquent, on sait absolument que c'est un mensonge. Ça a été démontré, ça a été prouvé, ça a été établi, ça a été jugé par les tribunaux. Eh bien, entre deux tours, le monde revient là-dessus. Donc le monde va certainement être poursuivi, il va être condamné, mais entre-temps, il y aura l'effet électoral. Cela dit, entre nous, moi, je suis pas certain que ça soit d'un effet électoral comme celui qu'attendent les gens qui font ces opérations. Parce qu'il y a un tel phénomène de ras-le-bol en France en ce moment, que je me demande s'il n'y a pas des gens qui auraient été... Je vais parler vraiment de façon totalement ouverte. Moi, je crois qu'il y a des militants qui ont été choqués par une certaine attitude nouvelle des candidats du Front National, consistant à ostensiblement mettre en avant des Français d'origine étrangère. Et ça, cette affaire de la torture, ça risque d'avoir pour effet de les ramener à leur point de départ, en disant bah oui, finalement, on avait oublié quand même cet aspect des choses. Je le dis comme un conseiller en communication, c'est quand même mon métier depuis 36 ans. Moi, si j'étais chargé de la propagande de Chirac, je ne serais pas allé tripoter ce genre de sujet. Parce que il faut pas oublier que Chirac était en Algérie aussi, et que si tous les officiers qui étaient en Algérie sont complices de la torture, Chirac est complice de la torture lui aussi. S'il l'a pas pratiqué lui-même, il l'a laissé faire. S'il l'a pas laissé faire, il l'a toléré. S'il l'a pas toléré, il l'a ignoré. Et alors là, c'est encore plus grave. Parce qu'un officier qui ne sait pas ce qui se passe sous ses ordres, c'est un imbécile. Bon. Donc dans cette histoire, c'est le genre de sujet, à la place des agents de la Propagandstaffel communiste et socialiste et trotskiste, j'aurais pas tripoté une fois de plus cette histoire. Ils ont voulu y aller, à mon avis, ils se sont trompés. À moins que il l'ait fait à dessein, ce qui est possible aussi. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'en ce moment, étant donné le brillant succès de l'opération présidentielle, s'ils pouvaient reconstituer rapidement un épouvantail fasciste, ça leur rendrait plutôt service. Parce que l'épouvantail fasciste, en ce moment, il est bien dépenaillé, il faut reconnaître quand même. Voilà des gens qui sont soi-disant des terreurs, qu'on insulte en permanence sur toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, toute la presse, 24 heures sur 24, y compris les curés, on va en parler tout à l'heure, et qui ne bronchent pas. Il n'y a pas eu encore un journaliste qui a pris une paire de claques. Quand même, c'est extraordinaire, ça. Il y a autre chose qui me scandalise, c'est le parler démocratique. Ils n'ont que le mot démocratie à la bouche. Mais nous, quand il faut aller coller sur les panneaux officiels, ça, dans les quartiers chauds, ça ne dure pas un quart d'heure. Si tant est qu'on puisse s'arrêter pour coller, sans recevoir des pavés dans les pare-brises. Alors que, paradoxalement, la candidate socialiste, son affiche n'a pas bougé depuis 15 jours. Copé, lui, il a eu une armada d'employés communaux. Il est arraché, mais c'est recollé par-dessus. En plus, ça se passe, il faut ajouter ça. Il faut, dans une circonscription où le candidat, ou les candidats de la droite nationale représentent, dans certaines circonscriptions, 25-26% des électeurs. Leurs affiches sont systématiquement arrachées. À côté de ça, le candidat socialiste, qui représente 10 à 12% des électeurs, les affiches sont intactes. Mais ils sont élus par qui, les socialistes ? Je pense, je sais pas, je veux pas m'avancer, j'ai pas de... j'en ai une vague idée, mais... moi, c'est pas ils votent beaucoup, ces gens-là, d'ailleurs, ces temps-ci, parce que ils ont voté pour la présidentielle, ils ont voté pour les municipalités en Algérie, maintenant ils vont voter pour les législatives. Et tout à l'heure, j'ai appelé, on m'a envoyé un tract qui a été distribué à Paris pour une liste aux élections algériennes, avec 4 messieurs, très très bien, en costume, extrêmement élégant, qui appellent à voter, bon, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, j'ai téléphoné donc en disant, je voudrais poser, j'ai votre tract sous les yeux, j'aimerais savoir si les 4 personnes qui sont sur ce tract sont des citoyens français, des citoyens algériens ou des citoyens à double nationalité, parce que ça m'intéresserait de savoir si ces gens qui vont se faire élire aux élections en Algérie ont voté à la présidentielle ou vont voter aux législatives. Et on a refusé de me répondre. C'est curieux quand même.
Je comprends pas pourquoi. Il faudrait peut-être poser la question. Pas avoir honte. On pourrait demander à Madame Madjeriba Hamzaoui, qui est la candidate de la Ligue communiste révolutionnaire dans la 6e circonscription de Meaux-Nord. Je veux dire, pourquoi pas, d'ailleurs, pourquoi la Ligue communiste révolutionnaire ne présenterait-elle pas une Madame Hamzaoui? Ce que je voudrais savoir, c'est si Madame Hamzaoui vote à toutes les élections, y compris en Algérie, et si elle vote Ligue communiste révolutionnaire quand elle vote à l'étranger. Ça, c'est intéressant aussi. Je ne crois pas qu'il y ait de Ligue communiste révolutionnaire aux élections algériennes. Je peux me tromper, hein, mais j'en ai pas le souvenir. Donc, alors, puisqu'on a commencé à citer, on va citer les autres, puisque vous savez que c'est une obligation. Oui, bah, allez-y. Donc, il y a Monsieur Copé, Madame Bric, Madame Arnautu, Monsieur Bontoup, Madame Petiot, Monsieur Milo, Madame Gazot, Madame Tester, Madame Pirou et Madame Hamzaoui. Il y a beaucoup de dames, là. Oui, justement, à propos de la candidate socialiste, elle a réussi l'exploit de distribuer un très beau tract, très bien conçu, avec la prouesse, dans les 4 pages, de ne jamais citer le mot immigration ou immigré. Il faut peut-être lui dire que ça existe, elle est peut-être pas au courant, est-ce qu'elle habite dans la circonscription, c'est ça la question. C'est la première fois que je vois un tract rédigé de cette manière-là. Oui, mais ça, si elle n'est pas au courant... Ouais, on peut pas lui faire de procès d'intention. Je pense pas qu'elle soit aveugle. Il suffit de se promener d'un mot à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Non, mais alors elle n'est pas aveugle du tout. Mais vous savez bien que le principe, c'est que il y a de moins en moins d'immigrés en France. Bah oui, ils deviennent tous français. Voilà. Donc à partir du moment où il y a de moins en moins d'immigrés, elle n'a pas besoin d'en parler. C'est le problème. C'est pas un problème qui se pose. Il n'y a pas d'immigration en France. Il y a des citoyens français de nouvelle acquisition. Et par conséquent, je ne m'étonne pas que les socialistes n'en parlent pas. En plus, s'ils en parlent, il serait vraiment idiot de parler d'un sujet qui ne peut leur rapporter que des déboires. Vous m'aviez demandé également pour quelles raisons. Oui, alors ça c'est une question que j'ai posée en dehors du micro, mais effectivement c'est une question intéressante parce que j'ai dit vous êtes ancien officier, enfin vous êtes officier, on n'est jamais ancien officier, vous êtes officier de réserve, et vous êtes chef d'entreprise. Vous avez une belle maison que j'ai le plaisir de connaître, avec un beau jardin. En ce moment, il fait beau. Vous pourriez rester les doigts de pied en éventail sur une chaise longue au soleil à regarder pousser les cerisiers. Et puis vous décidez de vous engager dans un combat. Alors, ça me paraît quand même un peu curieux parce que, au fond, vous avez 60 ans, vous avez pratiquement 40 ans de... 62 ans. 62 ans, oui. Vous avez pratiquement plus de 40 ans de bataille derrière vous. Vous pourriez dire, place au beaucoup plus. Parce que moi, j'ai eu l'avantage sur beaucoup d'autres. Et peut-être, je fais exception parmi l'immensité des Français. Je suis né à Saint-Denis, à la limite d'Aubervilliers, en janvier 40. Et je pourrais presque dire que les halogènes ont pourri ma vie, depuis tout gosse. Oui, mais en 40, c'était pas le même. C'était pas les mêmes halogènes. Vous êtes d'ailleurs le plus jeune résistant de France, vous aussi. Oui, c'est vrai. À 4 ans, j'ai pris un coup de botte d'un serpate allemand parce que je mimais le pas de loi et ils ont pris ça peut-être comme une... Bon. Donc voilà, là, vous avez un homme qui, à 4 ans, était victime des tortionnaires nazis. C'est quand même pas rien, non? Et c'est vrai, je vous ai... Bon. Et... Depuis très, très jeune, enfin, disons surtout à partir de 1952-54, j'ai été confronté à l'insécurité due justement à la promiscuité de certains halogènes qui étaient pourtant français, considérés français à l'époque. Et les rasoirs, les coups de rasoir, les coups de ceci, les coups de ça, les coups de couteau, je connais depuis très très jeune. Et je peux même dire que j'ai eu un camarade très proche. Mais au fond, ça voudrait dire que la situation est pas vraiment nouvelle. Ça fait 50 ans que ça dure, ça peut encore durer 50 ans, non? Oh non, à mon avis, il y a des événements qui vont se passer en France, qu'on le veuille ou pas, ça durera pas 50 ans. Il y a tout de même des différences de nombre avec l'époque dont vous parlez, après la guerre, il y avait quand même moins. Oui, parce qu'effectivement, on se battait parfois, on était des équipes de Gaulois, appelons ça comme ça, hein. Même si parmi nous, il y avait des Espagnols ou des Italiens de souche, mes meilleurs amis. Et de l'autre côté, bien sûr, il y avait, je lâche le mot, des gens qui venaient d'Afrique du Nord. Oui, c'est pas une tare. Et c'est pas pour rien qu'en 1960, à l'issue de mon séjour à l'école d'officier, j'ai choisi effectivement de servir la Légion étrangère.
parce que j'ai une idée différente de celle de beaucoup de gens qui avaient opté pour l'Algérie française. C'est que moi, je ne voulais pas en faire des Français. J'ai payé dans ma chair avant de partir. Mon frère a payé dans la chair. J'ai vu de mes yeux des gens égorgés sous mes fenêtres, dont une dame, une veuve, une mère de 3 enfants, une placeuse, comme on disait. Vous savez, les gens qui, au cinéma, vous dirigez sur votre place. Une dame égorgée, un vieux monsieur qui était gardien, un ancien militaire avec des barrettes dans tous les coins, égorgé également. Ça forge une jeunesse. Et moi, je le dis, tout franchement, je ne voulais pas en faire des Français. Oui, mais enfin bon, l'Algérie est devenue indépendante et le résultat est exactement celui que... Tout à fait d'accord. Mais moi, je suis encore formé. Oui, peut-être. Mais moi, de Gaulle prétendait qu'il fallait pas garder l'Algérie française parce que... Mais moi, je suis encore conformité avec mes idées. J'avais apprécié déjà la situation à l'époque, en 1960, toutes les colonies françaises d'Afrique noire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie avaient eu leur indépendance. J'ai de très bons amis pieds noirs, et ils comprennent mon point de vue. Ouais. Ils le comprennent d'autant plus qu'on va être confronté à un sacré problème. Si on avait 35 millions d'Algériens avec la nationalité française aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que le Front National ou le MNR aille manifester contre l'édification de grandes mosquées? Il y aurait 35 millions minimum de Français de souche nord-africaine, ils auraient les droits de bâtir des mosquées à tous les coins de rue. Oui, mais ils l'ont le droit. Donc, ils l'ont, mais ils me forcent à l'avoir, mais moi, je me bats contre ça. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez? Selon vous, quelle est la première urgence, la première priorité? Parce qu'il y a 2 écoles. Remettre en cause le droit du sol et le regroupement familial. C'est 2 priorités. Bon, il y en a plein d'autres après. Le droit du sol, c'est la disposition législative qui fait que tout citoyen, enfin toute personne née en France acquiert automatiquement la nationalité française. Voilà. Ce que je crois que c'était Le Pen résumé dans ces termes. On appelle vache, on appelle cheval toute vache née dans une écurie. Oui. Hein donc, non mais voilà, coucou, c'est un bon résumé. Bon, alors, et le regroupement familial, est-ce que ça existe encore vraiment, le regroupement familial? Parce qu'il n'y a plus d'immigration. Donc il n'y a plus de regroupement familial. Ça, c'est extensible. Avant, c'était les enfants avec les parents. Maintenant, c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents et tout est quanti. Et puis, il y a plein de choses qui me désespèrent. C'est de voir que, par exemple, ma femme ne peut plus rien ramener à la maison, que ce soit des articles de ménage ou des jeux pour les enfants, des saucisses. Tout est marqué Made in China. Ouais. Et en plus, je suis passé devant la préfecture de Nanterre tout à l'heure, sans me faire rafaler. Il y avait une troupe de Chinois qui venait manifestement pour obtenir le droit d'asile et autres. Alors, à la fois, on se récupère les centaines de millions, enfin, pour l'instant, c'est des centaines de milliers de gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont des chômeurs, des surplus de chômeurs dans leur propre pays. Donc, ils viennent poser, parce qu'immédiatement arrivés ici, il faut bien leur offrir le coucher, le loger, la nourriture, des aides à toutes les ordres. On est en train d'appauvrir le pays, mais à vitesse grand V, et par là même, les industries à l'autre bout du monde, notamment chinoises, ils ont, vous savez comme moi, une augmentation vertigineuse de leur, comment appelle-t-on ça, le PIB et autres, enfin oui, de la production du pays. Et il y a un décalage. Plus nous, on charge la mule de plus en plus, et ils nous envahissent avec tous les produits de l'autre bout du monde. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'un député français peut y faire quelque chose? Ah, je sais plus. Je sais plus parce que il faut que la situation soit telle que les Français n'aient plus rien à perdre. Je reprendrai justement une expression que j'avais entendue à votre radio il y a plusieurs années. Un invité disait « Je ne comprends pas qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, à l'époque c'était le Front National qui était tout seul, que le Front National ne fasse pas des scores plus importants. » Et un intervenant c'était pas vous, c'était pas une soirée Serge de Bekech, un autre intervenant a répondu « Les gens ne votent pas encore du bon côté parce qu'ils ont des choses à perdre. Le jour où ils n'auront plus de choses à perdre. » Je vous laisse choisir. Ouais. Oui, moi je dis que tant que les gens auront plus peur que mal, ils bougeront pas. Le jour où ils auront plus mal que peur, ils commenceront à bouger. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Jacques Oudin, merci. Vous êtes candidat. Je voulais juste rajouter, sans que ma voix tremblote trop. Symboliquement, j'ai tenu à me présenter sur cette circonscription de Meaux-Nord – parce qu'en septembre 1914,
Mon grand-père est tombé les armes à la main. Ouais. Oui, il était... C'est votre motivation, je crois. On en a parlé souvent. C'est votre principale motivation dans le combat politique. C'est le fait, effectivement, que votre grand-père est tombé en 14-18. Pendant la contre-attaque sur la Marne, là où je me présente. Dans ce secteur. Et il faut quand même reconnaître que ça pose, comme on dit maintenant, une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce que peuvent penser tous ces gosses de 20 ans, 21 ans, 25 ans, 18 ans, 17 ans même, qui se sont fait hacher menu pour empêcher les Allemands d'entrer en France? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui quand ils voient ce qui est devenu la terre où ils se sont fait tuer? C'est vraiment pas la peine de crever pour empêcher les Allemands d'entrer si 70 ans plus tard ou 80 ans plus tard on en est au stade où on en est aujourd'hui. Voilà, il faut méditer ça. Je pense qu'on ne demande pas aux citoyens français de se faire tuer aujourd'hui sur les bords de la Marne pour empêcher que l'invasion continue, mais peut-être simplement de mettre un bulletin dans une urne. Il y a des messages ? Oui, qui reviennent un peu sur tout. Par exemple, Tintin est allé en Sildavie et en Bordurie. Mais voilà, les Sildaves et les bordures, c'est ça. Attention, que je tout à l'heure. Ce jeune reporter est un affreux raciste. Tintin, oui, c'est bien connu. Savez-vous, Serge Le Beketch, si le berger allemand était nazi? Forcément. Sinon, il n'aurait pas dit qu'il était allemand, il aurait dit que c'est un berger belge. Savez-vous aussi ce que font les futurs bacheliers en ce moment? Ils révisent, c'est horrible. Voilà, tiens, encore des révisionnistes. Ils sont partout, je vous dis, moi. Les Espagnols ne veulent plus subir l'immigration islamique et ils vont chercher leurs ouvriers agricoles en Roumanie. Pouvez-vous nous donner le nom des journalistes qui se sont fait taper dessus pour avoir publié un ouvrage sur AZF? Non, je peux pas. Je sais que Cerbera a fait un bouquin. Je sais que... Non, mais à part le bouquin de Cerbera, qui n'est pas journaliste d'ailleurs, Cerbera. Jacques, Cerbera n'est pas journaliste, je crois. Ah non, il est docteur. Il est médecin, oui. Médecin. C'est pas une tare d'être médecin, mais enfin, c'est pas journaliste. Donc, et je crois pas qu'il soit fait taper dessus. Félicitations à Monsieur de Beketch de parler de Meaux, qui est une ville à haut risque. En plus, pour une fois qu'il y a un candidat qui se présente à Meaux, pas par là, pas du fromage, c'est... Les Allemands sont en train de s'armer avec le MP7, la meilleure arme du moment. Livraison prévue, 25 000 exemplaires, c'est une arme redoutable. Ils vont pas recommencer quand même. Tout est possible. Tous les 50 ans. Dans un numéro de Livre Hebdo de février 2002, il est dit qu'il est inconvenant que Michel Houellebecq soit confronté à Jean-Marc Varro dans un procès qu'on lui a intenté au nom des droits de l'homme, puisque Jean-Marc Varro est aussi l'avocat de Maurice Papon. Scandale dénoncé également par le Canard enchaîné. Dans quoi? Livre Hebdo. Mais c'est des déments, ces gens-là. C'est des déments. Enchaîné. Ils savent pas ce que c'est qu'un avocat. Ils voudraient... Alors, voilà, un avocat qui défend Papon, ou qui défend, comment s'appelle-t-il, Vergès avait défendu Barbie, alors il devient complice de son client. C'est quand même monstrueux, cette façon de penser. C'est absolument stalinien. On est retombé dans le stalinisme. Tiens, il y a un autre staliniste. Serge Le Beketch, je me désespère, car je le rends responsable de la droite nationale. Arrêtez, vous êtes à l'origine de la division. Vous n'avez rien à gagner dans ce petit jeu. Vous voudriez couler la droite nationale, vous ne vous y prendriez pas autrement. Cessez de donner la parole au MNR. Pour répondre à ce genre de truc, je ne veux pas employer des mots, je vais employer des lettres. J'en emploierai 5. Ah, je croyais moi, oui, vous voyez. Vous pouvez continuer. Je voudrais signaler cette prise de position de M. Devedjian lundi matin sur Europe 1. Elle intéressera les électeurs de la droite dite républicaine. Devedjian a dit que l'UMP ferait barrage au Front National, y compris en appelant à voter à gauche au second tour. Interrogé sur sa prise de position par email, l'intéressé reste muet. Et pour cause. Pauvre Devedjian. Si on retient tout ce qu'a dit Devedjian, on va avoir des surprises, je vous le dis, moi. Peut-être quoi faire. Nos auditeurs savent tout. Vous savez ça. Dieudonné Mbalambala est candidat dans le Val d'Oise, 8e circonscription, à Sarcelles, chez M. Strauss-Kahn. Merci pour son tract, cher auditeur. Il l'intitule « Lettre aux humains de la Circon ».
Avec un S au bout de circonscription, mais circon. Je pense pas qu'il jouerait à ça, parce que la première fois qu'il a joué à ce genre de truc, ça lui a coûté trop cher. Donc à mon avis, de ce côté-là, il est calme. Oui. C'est écrit, hein. J'ai sous les yeux, je n'invente rien. Je n'en doute pas une seule seconde. Alors, que pense le candidat de la droite nationale de la proposition de Jean Ferré de ne pas se maintenir au 2e tour ? Appelé à voter pour la droite traditionnelle UMP, même s'il n'y a pas de désistement réciproque. Donc se retirer pour de toute façon faire battre le candidat de gauche. Attendez, vous pouvez me... Attendez, je vous explique. La question. Est-ce qu'il faut, au 2e tour, se désister en faveur du candidat de droite le mieux placé ? Oh, sûrement pas. Il y a très longtemps que je n'ai pas été à la pêche. Puis de toute façon, les électeurs, ils sont grands garçons. Hein, ils savent ce qu'ils ont envie de faire au 2e tour. Je vois pas pourquoi on devrait obligatoirement se désister quand on est candidat qui ne peut pas... De toute façon, il y a une... Vous savez, j'ai pas pour habitude de tendre moi, je suis pas croyant, je ne tends jamais l'autre joue. De toute façon, il y a une incohérence dans le fait de dire... J'ai entendu ça l'autre jour dans l'émission. D'une part, c'est au citoyen, à l'électeur de prendre sa décision et d'imposer cette décision de sagesse. Et puis d'autre part, de dire il faut que les candidats se désistent en faveur. Parce que si c'est à l'électeur d'imposer son choix, il n'a pas besoin que le candidat se désiste. Il fait ce qu'il veut, l'électeur. Et puis voilà. Et puis le candidat fait ce qu'il veut. Le candidat dit moi je serai pas au second tour. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Point à la ligne. De toute façon, je comprends pas bien cette histoire de désistement. Au 2e tour, ne peuvent rester que ceux qui ont 12,5% des inscrits. Et ça fait un paquet de voix. J'entends bien. Mais ce qui vraiment la façon dont il faut aborder ce débat, c'est que les gens font évidemment ce qu'ils veulent. Les désistements n'ont absolument aucune importance, parce que les gens n'écoutent absolument pas ce qu'on leur dit, et ils ont bien raison. Et que on peut pas se désister en faveur du candidat de droite, puisque quand il y aura un candidat RPR opposé à un candidat socialiste, enfin UPM, ça sera 2 candidats de gauche. C'est évident. Enfin, il suffit de regarder la politique qui est appliquée depuis 50 ans dans notre pays. Donc, si on se désiste en faveur du candidat de droite, ça veut dire qu'on appelle à l'abstention. Il n'y a pas de candidat de droite. Il faut les écoutez-les. Ah oui, c'est sûr. Alors, Anne Hidalgo, candidate PS de la 15e circonscription, était invitée hier sur Ici et Maintenant. Elle a dit que les jeunes et la population ne toléraient plus les CRS, car ils sont beaucoup stationnés dans le 15e. Interrogée sur la débaptisation d'Alexis Carrel, la rue Alexis Carrel, elle a dit qu'il était pour la solution finale. Donc c'était normal de faire la solution finale pour sa rue. Cette Madame Hidalgo me paraît assez mal informée. Je parle avec beaucoup de calme. Je devrais retourner à l'école plutôt d'essayer de rentrer à l'Assemblée nationale. J'habite Saint-Mandé. Sur les panneaux officiels, seules les affiches de la candidate FN et du candidat MNR sont couverts d'obscénités et de tags, croix gammées et autres. Et nous ne sommes pas dans des quartiers sensibles. Moi, je veux dire, je me suis présentée en 73. J'avais quelques croix gammées sur... Ah, vous allez très bien. Ça m'allait très bien. Mais il n'y avait pas que moi. Le candidat communiste aussi, le candidat socialiste également. La croix gammée, c'était ce qui plaisait le mieux aux enfants de l'école à mettre sur les choux. Mais j'en avais pas trop, moi, parce que mes élèves me défendaient. À l'envers, toujours. Je sais pas comment elles étaient tracées. Ça, c'était pas... D'autres messages ? Je les ai pas lus encore. Bon, alors on va changer complètement de sujet. Merci Jacques. On va vraiment changer de sujet parce qu'on va vous donner une occupation pour dimanche. Non pas dimanche prochain, puisque le dimanche prochain c'est la kermesse, vous le savez. Mais pour le dimanche 30 juin, la fête du livre de Radio Courtoisie. Dimanche 30 juin, fête de la courtoisie. Des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres de 10h à 19h. Compte tenu du succès grandissant de notre fête annuelle, afin qu'elle vous soit plus agréable, nous avons choisi un cadre beaucoup plus vaste. Dimanche 30 juin, pour la première fois, la fête de la courtoisie s'installera dans l'espace Champéret, porte de Champéret.
L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 25 € pour la journée, buffet compris, avec bien entendu le vin de Radio Courtoisie. Entrée toujours gratuite pour les enfants accompagnant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Retenez, dimanche 30 juin de 10h à 19h, fête de la Courtoisie, espace Champéret, porte de Champéret, Paris 17e. Eh bien, on a des petites conversations privées, Victoria. Vous ne voyez pas la lumière rouge là qui veut dire silence, que le silence règne sur l'une et l'autre colonne. À chaque fois, vous la cachez derrière la pendule. Et moi, pauvre mignonne, je ne vois rien. Vous viendrez le 30 juin. Bien sûr que je viendrai le 30 juin. Je viens toujours à la fête du Parce livre. que vous savez que cette fois-ci, vous ne risquez pas d'être prise dans le maelstrom. Il va y avoir on va avoir un espace terrible. Il y aura 2 fois plus de place. Et j'ai dit à Jean Ferré 2 fois moins de monde parce qu'on n'est pas à côté de la mutualité. Donc. Mais il m'a dit non, c'est pas vrai parce qu'il y pense. Moi, j'avais pas pensé, mais il y a juste à côté, il y a Saint-Odile. Et ben alors, donc, qui est aussi un site de la tradie. Et puis ils n'ont pas peur de se déplacer les tradis, comme vous dites. Bon, alors donc tout va bien. Et ça va être bien. Vous connaissez l'espace Champéret ? Non, je ne le connais pas, mais ça va être l'occasion ou jamais de le connaître. Je suis passée devant l'autre jour, j'ai reconnu les lieux. Vous avez vu qu'il y a des espèces de vers de terre géants qui sortent du sol ? Vous n'avez pas vu l'architecture de l'espace Champéret ? J'ai trouvé ça superbe. C'est beau, hein ? Oui, c'est très très beau. Ouais. Non, mais l'intérieur est bien. Mon fan club s'est réveillé. À propos de torture, que Serge de Beketch cesse de torturer Victoria. Mais je ne vous torture pas, j'essaie de vous arracher à une torpeur. Et puis un autre auditeur me dit qu'il faut absolument que je cesse mes interventions intempestives et militaires aux invités en leur braillant, il ne le dit pas mais je pense que c'est ce qu'il pense, de parler dans le micro. Quand je dis c'est insupportable. Dans le micro, eh bien non, c'est insupportable. C'est vrai, il a raison. Alors la prochaine fois, vous parlerez dans le vide et c'est Franck qui surgira et qui donnera des grands coups dans la vitre. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable. Je suis obligé de le dire. Vous avez un vrai fan club. Oui, c'est mon fan club qui me défend. Alors, Juliette Mille, puisque vous avez pris la parole. Donc j'ai expliqué que vous aviez décidé de baptiser cette année votre festival classique qui se déroulera le 29 juin 2002, c'est-à-dire la veille de la journée du livre de Radio Courtoisie, à 20h30 C'est une église construite par Clovis. Beton, oui. C'est dans la Marne, à 110 km de Paris, où j'ai déjà eu le bonheur de recevoir des auditeurs de Radio Courtoisie qui avaient été surpris et je crois contents du mélange, si vous voulez, du décor créé dans l'église par mes œuvres et de l'adéquation entre la musique de Yuri Boukov et l'ambiance. Et puis surtout, moi, c'est un petit peu mon festival qui porte un peu mon nom. Alors vous l'avez appelé Résurrection parce que, tout simplement parce que vous considérez que pour vous, c'est une résurrection. Si Dieu me porte jusqu'au 29, ça serait pas je dirais, ça, on peut se demander par moments si on n'est pas abandonné moi, j'ai la foi, donc, j'ai eu la foi tout le temps dans ma vie, mais je disais que il y avait un drôle de concours de circonstances, puisque la dernière fois que nous sommes rencontrés, vous m'aviez gentiment encouragé à présenter cet opéra qui a très très bien marché, etc. Et puis juste après, j'ai été fauchée dans la mort, donc je suis restée 18 jours vraiment hors circuit, où j'ai vraiment eu l'impression d'être entrée dedans à 3 reprises, puisque là je suis sortie de l'hôpital ce matin pour venir vous revoir. Donc comme j'avais déjà fait une fois Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, pour éprouver un petit peu si j'avais la foi ou pas, le fait que ce choc incroyable, ça arrive à tout le monde d'avoir des accidents, je ne suis pas exceptionnelle, mais puisqu'on en parle, je trouve que je me suis demandé si ça m'avait servi à quelque chose d'être allé à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied 1610 km pendant 5 mois. Il faut dire que
ça peut, par rapport aux interrogations qu'on peut avoir quand on souffre, se demander pourquoi ça tombe sur vous, quoi. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, j'ai vu, vous m'avez montré les photos de l'accident. Oui. C'est un accident de voiture, une voiture qui vous est rentrée frontalement à 160 km/h. Oui. J'étais déchiquetée. Alors que vous rouliez à peu près 55. 55. Donc c'est un choc frontal à 200 km/h. Oui, mais j'étais harcelée par un homme alcoolique qui m'a fait du stock-car sur une petite route de campagne. Qui a provoqué l'accident. Oui. Et qui a pris la fuite. Votre voisine la personne qui était en face, qui est rentrée dans votre voiture a été tuée. Mais moi, ils ont mis quand même 3h58 pour me désincarcérer en petits morceaux, 37. Enfin, je veux pas. Non, mais ici pour pleurer. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il faut quand même montrer ce que peut faire la volonté, je sais pas, le courage, la détermination, je sais pas comment il faut appeler ça, mais ça s'est passé il y a 6 mois. C'était le 15 décembre. Donc je suis sortie ce matin et j'ai encore j'ai grâce à Dieu quand même, je marche, je suis devant vous. Et je sais pas, je me suis dit, on a le temps de réfléchir quand on est comme ça marqué et qu'on souffre. On demande plutôt à partir qu'à rester quand on souffre trop. Puis finalement, on vous met quand même des épreuves de plus en plus difficiles. Et comme nous avions tous les deux parlé de Saint-Jacques de Compostelle-à-Fier, je trouvais symboliquement incroyable que mon premier jour de sortie debout. D'ailleurs, Yuri Boukov et tous les grands artistes m'ont encouragée à poursuivre mon festival, à ne pas abandonner, que c'était une victoire de la vie sur la mort et surtout sur l'horreur, puisque c'était un monsieur. J'aurais pu avoir un accident, me planter sur le verglas. C'est quelqu'un qui vous a poussé à l'accident. Oui, là, c'est un meurtre. Il faut dire que c'est quelqu'un qui vous a, comme vous trouvez que vous n'alliez pas assez vite, il vous a poussé avec sa voiture, en poussant votre pare-choc arrière. Et puis il a dégagé au dernier moment et il vous a envoyé littéralement dans la voiture qui arrivait en face. C'est ça. Mais le fait que ça se soit passé alors que vous étiez encore vous étiez complètement habité par le pèlerinage de Compostelle que vous aviez fait, qui avait une telle importance dans votre vie. Ça interpelle, vous savez. Oui, ça pose des tas de questions. Et là, moi, la première question, c'est celle de votre réaction, parce que parfois, quand on vit ce genre de tragédie, on a une réaction de colère ou de revendication. Est-ce que ça s'est passé? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que je vous dis, je sortais d'abord, premièrement, en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui a été soigné les lépreux, qui a fait des choses dans l'ombre. J'ai pas fait de photos à Paris Match pour qu'on voit que je l'ai fait sincèrement. Donc je me suis toujours dévouée un peu aux autres et j'ai toujours été très humaniste. Donc assez près quand même des êtres, et je pensais certainement avec orgueil que en faisant ça, je devais être intouchable moi-même, puisque toute ma vie, je l'ai quand même consacrée à l'art, à créer, à donner. Dans d'autres souffrances, c'est-à-dire au prix de pas se marier, pas avoir d'enfants, combattre dans des systèmes qui excluent les femmes, des combats que vous connaissiez, dont on parle. Mais je pensais là quand même qu'on m'avait donné ma revanche, entre guillemets, puisque mon opéra était vraiment, ça faisait 25 ans que j'attendais pour le monter, que les gens de Paris qui sont responsables des théâtres, et qui, je ne suis pas politiquement donc dite correcte dans les choses que vous avez énoncées auparavant, donc j'étais condamnée à le faire un jour toute seule ou jamais. Donc là, je venais de le faire. Ça venait de se passer à Troyes, dans un grand théâtre, c'était sublime. Pour la première fois de ma vie, je remerciais, si vous voulez, parce que je me disais, Compostelle, ça vaut le coup d'avoir souffert comme ça. Et 3 jours après, je suis fauchée par ce... Il y a un proverbe romain qui dit ça, la roche tarpéienne est près du Capitole. Oui. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Non, mais... Aujourd'hui, 6 mois après, vous avez donc 6 mois pour réfléchir. Oui, que ça, oui. Ne penser qu'à ça, parce que vous étiez immobilisé complètement pendant 37 des mois. Et puis surtout,
Le fait que, bon, je pouvais... Enfin, c'est quand même lève-toi et marche, puisque j'étais condamnée à être sur une poussette roulante. Oui, on vous avait dit dès le départ qu'il y avait quand même assez peu de chance pour que vous puissiez remarcher. Oui, puisque bon, j'ai un bras de fer, là, avec une double amputation qui n'a pas pris, mais qui est donc toujours remise. Enfin, j'étais opérée, je sais pas, 15 fois, 20 fois, on n'a plus compté, quoi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je me montre à vous, comme ça, toute droite. Et je vous remercie parce que quelque part, depuis que nous ne nous sommes pas vus, je suis donc dans un lit avec des chaînes, et des trucs. Non, mais c'est parce qu'on voulait parler de la foi et de Saint-Jacques de Compostelle. C'est pour ça que cette méditation, ces 6 mois de méditation sur quelque chose qui apparaît comme une injustice. Terrible. Enfin, pour moi. Aujourd'hui, vous en êtes où? Je suis très marquée. Je suis très, très, très secouée. Ça, je veux dire, secouée est un mot faible. Heureusement que par rapport aux opéras que j'ai voulu monter, à la peinture que j'ai un peu christique que j'ai fait, puisqu'en fait, moi, j'ai fait une série de Christ, dont un a eu le prix Dali à New York quand même en 73. Donc, je fais en plus beaucoup de concerts dans des églises. Non, c'est pour vous dire donc que j'avais l'impression d'être collée, d'avoir collé mon art quelque part à une structure pour me donner de la force de supporter, tout ce que vous avez dit avant, puisque pour moi, une artiste ne doit pas prendre parti politique ni porter aucune étiquette, parce que c'est pas son rôle. Ça, je ne saurais pas le faire, mais je peux parler des valeurs spirituelles qui sont les miennes. Je suis contre tous les artistes qui prennent des pancartes et qui prennent des subventions au nom de ça, au nom du caritatif. Je trouve qu'un artiste, il doit créer, il doit pas, sa vie, elle est en démarcation. On plaît pas, mais il faut pas aller. Moi, ça, c'est ce que j'ai pensé. Peut avoir son opinion. Oui, mais ça, je l'ai. Mais qu'il exploite pas. L'arrogance, le fait de dire, comme je suis artiste, je vais vous dire ce que je pense. Oui, puis c'est pas ça. Parce que ça conduit à des trucs dérisoires, comme un footballeur qui vous explique comment vous devez voter. Non, puis je vous appelle parce que je m'appelle Madame Machin, donc votez pour Machin. Je trouve ça d'une prétention absolument incroyable. Oui, un peu. À quel titre on peut. Surtout quand mais vous voyez ce que je veux dire, c'est. Mais quand on voit votre chemin récemment, on mesure alors en plus le choc, le caractère dérisoire de toutes ces questions qu'on débat à longueur de journée. Oui. Et moi j'ai pas. Mais la question que je vous posais, c'était la question de votre mon retour, de votre colère. Elle est tombée ou elle est toujours là? Non, malheureusement. Mais vous êtes en colère. Je fais donc un péché d'orgueil en vous disant ça. Mais non, pas du tout. Mais d'un autre côté, j'ai quand même eu le courage parce que quand ils ont vu que j'allais quand même marcher, ils m'ont dit, même si t'es pas complètement droite, c'est pas grave, mais je t'en prie, n'annule pas ce festival classique que tu as créé avec toutes les valeurs qui sont les tiennes, parce que ça serait vraiment le triomphe des forces noires, des forces toujours sur quelqu'un qui n'a tendu la main. Mais je dois dire, je suis pas souvent aussi courageuse que de dire je tends la joue gauche pour remettre la joue droite, parce que je suis un être très orgueilleux, qui a un thème astral très fort, qui combat. Mais là, c'était plus un combat, puisque j'étais en chair, en boîte de sardines. Alors, évidemment, je tiens parce que j'ai mes œuvres que je vais donc représenter grâce à Yuri Boukov. Vous avez recommencé à peindre? Ah non, je peux pas, je sors depuis ce matin. De toute façon, je pourrais pas tout. Là, je suis coupée comme ça, donc je peux pas encore. Je suis vraiment sortie pour faire votre émission. Je retourne à l'hôpital demain et je serai là pour le concert, pour montrer que les gens qui m'ont vu, les dernières personnes qui m'ont vu à 3 debout dans la salle et qui étaient contents et heureux, etc., ils me reverront debout dans l'église en n'ayant pas eu les 9 mois de parenthèse, mais ça m'a quand même mis un coup sur mon chemin de Compostelle, c'est pour ça. Ce chemin de Compostelle, vous l'avez refait d'une certaine manière quand vous étiez... Non, c'est une chose quand on fait comme ça, d'une façon personnelle pour s'endurcir et pour voir d'abord si on est capable. Puis c'est aussi une chose qui est plutôt un chemin d'humilité. Et bon, moi je l'ai fait dans un groupe de gens très âgés dont c'était le vœu de mourir à Compostelle. Sinon moi toute seule à 30 ans, j'aurais pas été, parce que fallait marcher, puis les gens étaient vieux. Enfin, je veux dire, ils étaient âgés, donc c'est pénible, etc. Donc j'ai fait vraiment selon
selon le parcours qu'il m'avait tracé, etc. Donc j'ai mis quand même presque 5 mois. Je suis partie le 30 mars, je suis arrivée vers le 15 août. Mais je l'ai fait. Et j'ai fait au Carmel de Compostelle, pas une thèse parce que c'est prétentieux, mais un petit mémoire que j'ai appelé Estrella, qui est le nom de votre festival. Oui, parce que Estrella, juste avant d'arriver à Compostelle, c'est là où vraiment j'ai compris que j'avais bien fait de le faire et je me sentais invulnérable. Vous posez une question totalement idiote, mais oui, mais c'est ça, en fait. Mais bien sûr, vous êtes invulnérable. Non, je me sentais, je vous assure, après autant d'efforts. Invincible, en tout cas, sinon invulnérable. Oui. Donc, je me disais, je repars avec des munitions pour me battre, pour affronter tout ce que vous connaissez. Et c'est pas grave, puisque je vais continuer ma route, même si je suis pas aidée, j'aurai ça qui me soutiendra. Vous croyez que si vous n'aviez pas fait ça, c'est idiot, vous pouvez pas savoir, moi non plus, mais on se demande, si vous n'aviez pas fait ce pèlerinage très long, très douloureux, parce que il y a une dimension très particulière dans votre pèlerinage, c'est pas un pèlerinage solitaire, c'est un pèlerinage en groupe avec des personnes âgées, et qui nécessite une présence à l'autre constante, épuisante. Oui, et puis aussi. Et même qui vous arrache un peu et même d'une façon liturgique, parce que des gens très à cheval sur des choses que moi, en tant qu'artiste, je connaissais pas. Bon, j'ai des notions de la Bible comme tout le monde. Enfin bon, j'étais vraiment avec des êtres qui rigolaient pas sur la tradition. Enfin, c'était. Ils ont bien raison. Non, mais je veux dire, donc moi, je venais quand même, de l'Amérique. J'étais pas forcément prête. Mais enfin, c'est un défi que Mais je vous assure que je pensais que j'étais protégée. Si vous n'aviez pas vécu ça, mais peut-être que vous êtes protégée. Après tout, la question, c'est si vous n'aviez pas fait ça, est-ce que ça n'a pas été pire? Écoutez, pour les gens qui m'ont opéré, qui savent que je suis avec vous ce soir, qui m'ont vu partir hier soir, et là, ils pleuraient parce qu'ils vraiment, ils disaient que j'étais miraculée dans le bon. J'ai quand même des plaies qui resteront toute ma vie, puisque 37 fractures, c'est 37 fractures. Mais je veux dire, le fait d'avoir le courage de faire quand même ça, et puis d'aller quand même au bout de ce que j'avais prévu de faire quand même, c'est un petit peu le courage que j'avais eu il y a 20 ans, faisant Saint-Jacques de Compostelle à pied, parce qu'il faut du courage pour poursuivre. Pour les gens dont vous parliez tout à l'heure, ces tradis un peu rigoristes que vous avez accompagnés à Saint-Jacques il y a quelques années, et pour les catholiques en général, ceux qui sont les catholiques de base, les vrais, quoi. Pas les catholiques du New Age. Oui, je comprends. Il n'y a rien de pire que de mourir en état de péché. Donc, je veux dire par là qu'il faut aussi envisager que cette épreuve épouvantable qui vous est envoyée, c'était une épreuve, c'était une façon de vous dire, tu as encore le temps de. Oui, c'est pas l'heure, ou t'as pas encore tout fait, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je suis pas conseilleur, mais. Non, mais j'ai pas. On sent bien que le fait que vous ayez décidé de continuer, de reprendre, de continuer le festival 1 an après. Là, il y a une vraie réponse à une question qui vous a été posée de façon vigoureuse. Terrifiante. Ouais. Est-ce que ce pèlerinage, je vous repose la question, quand vous étiez à l'hôpital, vous l'avez refait, vous y avez repensé, vous avez refait des étapes, vous avez retrouvé certains moments du Pélé? C'est-à-dire que dans la réanimation et dans le coma, on pense pas à grand-chose, mais moi j'ai eu l'impression d'être allé de l'autre côté, puisque j'ai eu plusieurs hémorragies internes et ils se sont accrochés à moi pour me faire vivre. Mais c'est après que j'en voulais, parce que c'était tellement dur. Et puis je me disais, si je reste estropiée comme ça va. Et puis en fait, on m'a quand même remis debout. Alors il y a une chose quand même extraordinaire, c'est que quand on vous voit, on voit que vous avez été atteinte, vous avez l'air fatigué, je dirais. Mais j'ai pas été touchée au visage. Vous n'avez pas été touchée au visage, le physique est le même. Oui. Et puis vous avez toujours le même sourire, toujours la même présence. Et ça, c'est extraordinaire quand même. C'est dans cette épreuve. C'est pour ça, je crois qu'il faut pas lâcher, et que quand on est comme ça dans sa conviction de vérité, il faut pas lâcher. Mais
C'est dur. C'est pour ça que je vous remercie. Écoutez, on est content. Bon, moi, je suis très très content que vous soyez là parce que je dois dire que quand j'ai appris votre accident, j'étais bouleversé parce qu'on s'était vu peu de temps avant. Oui. Et ça paraît toujours invraisemblable quand quelqu'un qu'on connaît a un accident. Je dirais spécialement pour certaines personnes qui donnent l'impression d'être justement ce que vous disiez. Sur des voies à l'abri, protégées, ce genre de choses. Ça. Parce qu'on a la sottise de croire que les gens sont marqués pour quelque chose ou pas. Je vous remercie beaucoup. On ira vous voir. Je pense que beaucoup d'amis iront vous voir pour le 29 juin pour ce concert de récital de piano de les réservations, c'est juste à la mairie de Beton. Vous avez derrière le numéro. Le téléphone, je vais donner quand même. C'est ça. C'est le 03 26 80 29 77. 29 77. 03 26 80 29 77. Ça tombe directement sur Estrella, sur une ligne privée que à la mairie on a pour les réservations. Et c'est tout près de Paris, c'est à 1h30 1h10. 1h10 et on peut y aller par le train. Oui, c'est à Romilly-sur-Seine. Voilà. C'est à 5 minutes de la petite église de Clovis qui est dans les vignes et que j'avais fait réouvrir parce qu'elle était fermée à clé depuis 25 ans et qui est bizarrement construite pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je sais pas comment vous dire, mais il y a une espèce de choses qui sont extrêmement difficiles à exprimer. Et puis, il faut dire aussi que le dimanche, parce que moi, c'est le lendemain, moi je fais le week-end complet classique, mais bon, moi je sais que le 30 juin, malheureusement, je pourrais pas être avec vous pour votre grande fête. Ça m'aurait fait plaisir, mais bon, c'est toujours le dernier week-end de juin, donc ça tombe comme ça. Donc il y a un déjeuner qui est prévu. On fait un déjeuner avant le concert, et puis le soir, un dîner aussi pour que les artistes et les gens puissent être ensemble. Merci Juliette Mills. On va répéter les numéros de téléphone juste après la coupure. En tous les cas, je vous remercie infiniment. C'est à moi ? Je croyais que vous vouliez parler, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Bon. Alors je rappelle, samedi 29 juin 2002, si les livres ne vous intéressent pas, les livres c'est le lendemain, donc on peut faire les deux faciles. Samedi 29 juin 2002 à 20h30, concert récital de piano du maestro Yuri Boukov, qui jouera au milieu d'un décor constitué d'œuvres de peinture et de sculpture de Juliette Mills. Il jouera Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Chopin. Pas beaucoup de français quand même, pas beaucoup de gaulois là-dedans. Hein. Bon. Et également, je crois, deux artistes, Clara Xiordas, cantatrice mezzo-soprano, et Adrienne Kaus, pianiste soliste, voilà, qui interpréteront un opéra piano, mais ça c'est le lendemain, 30 juin, à 16h, et le lendemain, le 30 juin, à 13h, il y aura un déjeuner gastronomique dans le restaurant Le Cézanne à Cézanne, 51 120. Donc, pour tout renseignement, vous vous adressez au numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure et que je m'en vais redonner à l'instant. C'est le 03 26 80 29 77. 03 26 80 29 77. L'association Estrella, mairie de Beton. B-E-T-H-O-N. Pourquoi pas béton ? Beton, disons Beton. Soyez pas contrariants. D'histoire. Dites-nous quel nom on donnait aux pèlerins qui faisaient le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. On s'appelait des coquillards. Des coquillards. Voilà. Attendez, je vous lis 2-3 messages qui restaient. J'apprécie beaucoup vos émissions, nous dit cet auditeur, que j'écoute par Internet à La Réunion. On vous entend très bien. Il est tard là-bas. À quelle heure est-il à La Réunion ? Je ne sais pas ça. Alors, ne me demandez pas des histoires horaires. Je ne sais jamais dans quel sens ça marche. Il doit être 4 heures du matin. Chirac doit intervenir ce soir sur France 3. Non, il est 19-20, oui. Pensez-vous que les sondages l'inquiéteraient ? Ça me rappelle si les sondages l'inquiétaient, il resterait chez lui. Ça me rappelle l'intervention de Pompidou dans un cas similaire. Et de Mitterrand. Aussi, oui. Mitterrand et sa prostate. Il va peut-être nous balancer sa prostate à la figure, c'est Chirac. Alors, il y a eu un message là, d'un peu désagréable. Allez-y. C'est pas pour vous, c'est pour pour Jacques Audin. Oui. L'intervenant vit encore au 19e siècle. Il a beau vociférer sur l'immigration et autres désagréments de ce genre qui lui donnent des boutons, le monde est en train de changer. Seuls les bras cassés comme lui continuent à patauger
dans les marécages de leur nostalgie rêvée. Les bras cassés les bras cassés qui pataugent dans les marécages de la nostalgie. Leur nostalgie rêvée. Chapeau. Là, la métaphore est heureuse. Un bras cassé qui patauge. Une auditrice. C'est le maire de Champignac qui a fait ça, vous savez. Je ne sais pas. Mais... Si, vous connaissez le maire de Champignac dans Les Aventures de Spirou et Fantasio. Mais non, j'aime pas les bandes dessinées, je ne lis pas. Il fait toujours des discours admirables. Comme ça, c'est du genre, ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Savez-vous que l'Italie est en train de faire une nouvelle loi draconienne contre les immigrés? C'est le même que c'est dans le Figaro d'aujourd'hui. À propos des évêques français, tiens, écoutez, ça c'est pas vilain. Permettez cette anecdote relative à la campagne hystérique du second tour. Ma fille est élève d'un lycée privé de la banlieue parisienne. Le vendredi, avant le second tour, la sirène d'alarme retentit parce que le directeur veut faire une annonce à tous les élèves et professeurs. Il devait lire une communication émanant du diocèse demandant aux élèves de voter dimanche en leur rappelant que l'un des deux candidats avait des valeurs incompatibles avec celles du diocèse. Enfin, ils se sont décidés à combattre l'avorteur Chirac. Oui, moi, c'est ce que j'aurais compris. Ouais. Donc je serais allé tout droit voter, si j'avais été élève, voter pour l'autre. Écoutez, je vais vous dire pour ça, il y a un truc très simple. Attendez, il conclut d'une jolie façon. Cette image du flot d'élèves se rendant à l'Assemblée sous les sirènes d'alarme m'a rappelé les Élois entrant dans les fours des Morlocks dans le roman La machine à explorer le temps. Tout à fait. Ouais. Alors, là, à propos des évêques, je voudrais lire une lettre qu'un auditeur, dont un auditeur m'a envoyé copie après l'avoir envoyée à son curé. J'ai été choqué, comme beaucoup de mes amis, moins de l'intrusion de nos évêques dans la vie politique avec le rappel de devoirs civiques que par leur jugement haineux à l'égard de Jean-Marie Le Pen et de ses millions d'électeurs que je connais bien. Pour la majorité, ce sont des exclus de leur propre quartier, les plus faibles et les plus simples, souvent terrorisés par l'insolence de jeunes voyous. Ici, au Val-Fouré, ce sont des Kabyles et des pères de famille qui recherchent l'ordre pour fournir la paix, l'amour et non la haine à leurs enfants, la pédophilie, les tournantes et les incendies criminels de voitures qui ne sont pas tolérés dans leur pays d'origine. Le comportement de nos évêques est terrifiant. Il est semblable à celui des 358 prêtres basques défendant l'ETA, ne retenant aucune référence à la souffrance des victimes et exprimant compréhension à l'égard des bourreaux, en contradiction avec les valeurs de l'Église catholique. Je ne retournerai pas cette année mon denier de l'Église, je ne suis pas le seul. Alors moi je vous dis une chose, chers auditeurs, ça sert à rien de se lamenter sur la crapulerie des évêques. Les évêques sont des crapules parce que, pas tous, mais de très nombreux évêques en France sont des crapules, parce qu'ils ont été envoyés dans l'Église pour faire ce boulot. Ce sont des agents de subversion marxistes qui ont infesté l'Église. Il faut lire les bouquins de Marc Demme qui sont consacrés à cette question. C'est définitif, il en a apporté la démonstration. L'Église a été infestée volontairement par les marxistes il y a bien longtemps. Et il faut lire aussi le bouquin formidable de Dickès, de Jean-Pierre Dickès, sur le séminaire, j'allais dire le cimetière, quel lapsus, d'Issy-les-Moulineaux, où il a expliqué comment ce séminaire a basculé en quelques jours dans la Révolution. Bon, on le sait tout ça. Ça sert à rien de continuer à se lamenter sur le fait que le camarade Doré, par exemple, a exigé qu'une militante du Front National qui était professeur, qui était, comment dirais-je, dans une catéchiste, c'est ça, dans une en vertu du Concordat, donc que cette catéchiste démissionne de son poste de catéchiste si elle voulait pouvoir être candidate du Front National, ou qu'elle abandonne son projet d'être candidate si elle voulait continuer à exercer son métier de catéchiste. C'est la même chose avec Billet, c'est la même chose qui lui avait refusé, je crois, de baptiser un brancardier de Lourdes parce qu'il appartenait au Front National. Donc on sait que ces gens-là sont des crapules marxistes. Une fois pour toutes, c'est clair. Alors, le seul moyen de les frapper, le seul unique moyen de les frapper, c'est la caisse. Donc ne versez plus le denier du culte. Même si votre curé est sympa, il faut regarder votre évêque. Ne payez pas le denier du culte. Pas du tout. Il ne faut pas donner un centime à ces ordures. Il faut donner le fric à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin, c'est les curés de chez nous. Il y a quelqu'un qui en a besoin en France. Il y a un groupe formidable qui est attaqué à jet continu, qui s'appelle le village de Riaumont. Si vous voulez envoyer de l'argent
à une véritable entreprise de christianisation, un véritable missionnaire, vous envoyez cet argent au Père Argouache à Riaumont, village d'enfants de Riaumont, c'est pas Lens, je me rappelle jamais de l'adresse, mais enfin c'est très facile, village d'enfants de Riaumont, dans le Nord. Et voilà, là vous êtes sûr que votre argent sera utilisé à bonne fin et qu'il ne servira pas à financer des opérations de subversion par des voyous mitrés. Il faut que ça soit bien clair. On en a marre de se faire insulter par ces types. S'ils veulent s'occuper de l'actualité, il ferait mieux de s'occuper de la véritable actualité de l'Église conciliaire en ce moment, et notamment des innombrables affaires dégueulasses de pédophilie qui sont en train de déshonorer une partie de l'Église de France. Pas du tout, pas seulement parce que des curés renégats et pourris se livrent à ce genre de choses, mais parce que les évêques les camouflent et les déplacent et les planquent. C'est la même chose pour l'éducation nationale, je m'empresse de le dire. Il y a deux organisations qui sont antagonistes en France, et ça, moi, j'y vois un signe de contradiction. C'est l'Église conciliaire, qui sont censées être antagonistes, l'Église conciliaire et la franc-maçonnerie, et qui, en fait, sont intimement mêlées, l'une dans l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'évêques francs-maçons, et qui, toutes les deux, sont salies, salopées par le crime absolu, abominable et irrémissible de la pédomanie. Si vous ne voyez pas comment dirais-je, un signe fort dans cette histoire, c'est que vous avez de la sanie dans les yeux. Il faut regarder ce qui se passe dans l'église conciliaire, dans la secte conciliaire en ce moment, ça devient intolérable. Et ces curtons qui viennent nous donner des leçons sur un terrain politique, alors qu'ils ont été incapables de se battre sur rien, ils n'ont rien dit sur le Pax, ils n'ont rien dit sur l'avortement, ils ne disent rien sur la pornographie, ils ne disent rien sur l'euthanasie, sauf exception, j'ai publié récemment dans le Libre Journal une homélie de Monseigneur Faure qui, justement, lui, prend position pour la vie. Mais enfin, c'est 1 sur 100. Il y a 1 sur 100, mettons 10%. On s'est amusé avec un groupe d'amis qui participent à un cercle de débat sur Internet qui s'appelle Vexilla-Régis, qui sont des catholiques royalistes. On s'est amusé à essayer de recenser le nombre des évêques qui méritaient leur titre. Et vraiment, c'est catholique royaliste, mais c'est pas des fanatiques, c'est pas des fondamentalistes, des intégristes. Il y a des gens qui sont de l'Église conciliaire, il y a des gens qui sont des tradis ralliés, comme on dit, il y a des gens qui sont des tradis plutôt lefébristes, etc. On est arrivé à 10. On a à peine 10. On a trouvé 10 évêques en France qui méritent le titre d'évêque. Le reste sont ou des lopettes ou des salauds. Alors, il y a un moment où il faut arrêter. Qu'ils soient comme ça, c'est leur problème. Après tout, on s'en fout, on n'est pas de leur église. Mais il n'y a aucune raison de les engraisser. Il n'y a aucune raison de leur donner les moyens de continuer leur travail. Voilà. C'est ce que je pense et je le dis. S'ils veulent faire repentance, bienvenue au club. Mais pour une fois, qu'ils fassent repentance dans le bon sens. Alors, j'ai encore 2 questions à vous poser. Il y a 15 jours, vous avez parlé d'un livre qui serait le Mein Kampf du mondialisme. Non, c'est pas moi. Pouvez-vous nous donner les références de ce livre ? Oui, mais c'est peut-être moi, mais alors... Ça me dit quelque chose, oui, mais je suis hors d'état de donner le... Non, mais si, oui, je sais, bien sûr, ça y est, ça me revient. C'est le Mein Kampf qui m'a troublé. C'est le bouquin de Zbigniew Brzezinski. Ah oui, ça s'écrit comme ça, ne se prononce pas. Brzezinski, c'est B-R-Z-E. Il y a toujours des S qui... Alors, B-R-Z-E. Voilà, il y a Brzezinski, E-N-S-K-Y. Voilà, merci mon cher Vincent Dortel. Alors, c'est un puits de science, cet homme-là. B-R-Z-E-N... On commence au début. Z-E-N-S-K-Y. B-R-Z-E-N... S-K-Y. S-K-Y. Brzezinski, non, il manquait si. Bon, enfin, ça fait rien. Zbigniew, c'est l'ancien... Zbigniew, c'est Z-B-I-G-N-E-W. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, Vincent. Je vous aurais interrompu 3 fois si j'avais le micro devant moi, donc... Zbigniew, Z-B-I-N-I-E-F. Z-B-I, moi je souffre. Z-B-I, mais ils font comme vous. Z-B-I-N-I-E-V. N-I-E-V, ça c'est le prénom. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier. Le Grand Échiquier. Dans lequel il étale au grand jour les intentions de la mafia mondialiste et dans lequel il dit, par exemple, qu'ils ont le pouvoir de maîtriser le climat. Ils peuvent déclarer des guerres climatiques. Alors ça nous donne à penser quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où ils ont la maîtrise des guerres sismiques. J'ai publié dans le dernier numéro du Libre Journal un article de Nicolas Masvelex sur ce genre de guerre
qui sont des guerres, enfin des armes, plusieurs genres d'armes, qui sont des armes sismiques, qui provoquent des tremblements de terre, et dont on a toutes les raisons de penser que certains tremblements de terre récents sont le fruit. Et la technique est connue, elle est pratiquée d'une façon plus qu'expérimentale à l'heure actuelle. Le climat, c'est pareil.